Ah, merci Grégory. En fait, je vais en profiter. Es-tu capable de confirmer que tu m'entends bien? Est-ce que tout le monde, je vois les participants qui rentrent là, mais je pense que j'ai un petit problème techno. Je vois pas la liste des participants, mais je vois qu'il y a déjà quatre participants. Est-ce que quelqu'un peut me dire dans le chat ou dans la question-réponse si vous m'entendez? Fantastique. OK, j'ai eu peur un moment parce que j'avais un lien qui, bref, qui redirigeait vers un autre rencontre Teams. Là. Fait que tout le monde m'entend. C'est fantastique. Super. Fait que je vais s'attendre à quelques petites minutes, là, le temps que les gens rentrent. Donc, en attendant, si jamais vous avez des petites questions, peu importe, là, je ne pas là, à 11h05 précise, on va partir.
Bonjour à ceux qui viennent de se joindre là, dans les dernières minutes, là. Comme je disais un peu plus tôt, j'ai un petit problème technique, le fait que je vois le nombre de participants qui augmente, mais malheureusement, là, je vois pas le nom de chacun des participants. Alors, si quelqu'un m'entend pas ou a des petits problèmes, là, juste mettre un petit message là, dans la section questions-réponses ou le chat. Encore une petite minute, là, puis à 11h05, on va partir là, parce qu'on a quand même pas mal de stock en ce vendredi. Super. Il est 11h05. De toute façon, tout le monde est pas mal arrivé. Fait que à partir de maintenant, dans le fond, je vais désactiver ma caméra pour que vous puissiez voir l'écran au maximum hein, et profiter au max de l'info. Alors, je vais juste essayer de ne pas tout casser. Voilà. Et ça devrait fonctionner. Super. OK. Donc, si jamais quoi que ce soit, juste à mettre une petite question, un petit commentaire dans le chat ou la section questions-réponses. Et puis, on va pouvoir revenir là-dessus à la fin de la rencontre. Donc, sans plus tarder, bonjour à toutes et à tous et je vous remercie de prendre le temps d'assister aujourd'hui à cette présentation qui porte sur les stratégies de planification financière et fiscale pour entrepreneurs. Le fait que vous soyez prêt à investir une heure de votre temps en dit beaucoup sur votre engagement envers vous-même et votre entreprise. Je vais donc m'assurer d'ici la fin de la présentation que vous puissiez tirer davantage au maximum des concepts qui vont être présentés. Durant la présentation, comme je mentionnais, je vous invite à poser vos questions dans la fenêtre questions-réponses. Il y aura une période dans le fond, de questions-réponses à la fin de la présentation. Donc, tout au long de la présentation, gênez-vous pas là, rentrer vos questions et puis je pourrai répondre à la fin. Si jamais on manque de temps et je n'ai pas pu répondre à toutes les questions, inquiétez-vous pas, je prendrai le temps de vous contacter personnellement pour répondre à vos questions. À la fin de la présentation, je vais offrir à ceux et celles d'entre vous qui ne sont pas encore clients de fixer une rencontre sans frais ni obligation de votre part afin de poser un diagnostic sur votre planification actuelle. Ça va être la seule fois de la présentation où je vais en parler, fait qu'inquiétez-vous pas, je ne vous achèterai pas plus par la suite. Donc, ceci étant dit, au cours de la prochaine heure, je vais présenter brièvement IG, gestion de patrimoine, ainsi que la structure de partenariat entre elle et ses planificateurs financiers et planificatrices financières. On va discuter de la provenance du patrimoine des propriétaires d'entreprise. On va discuter aussi des avantages de l'incorporation, ainsi que l'importance de la structure organisationnelle d'un point de vue fiscal. On va regarder aussi ensemble quelles sont les meilleures façons de faire croître votre patrimoine et y accéder. Et on va terminer avec une étude de cas et un aperçu du processus de planification financière auquel ont accès les clients de IG Gestion de patrimoine. Oh, et là, il semble avoir un petit lag, ça ne sera pas bien long. Une minute. Ça part bien, ça part bien. Voilà, on revient ici. Donc là, la fenêtre est gelée, ça c'est bon ça. OK. OK, ça va bien. Bougez pas, excusez-moi, donnez-moi juste 2 petites secondes ici. OK. Là, vous êtes probablement sur la slide de la table des matières, là, mais si jamais ça ne débloque pas dans les prochaines secondes, là, je vais revenir là-dessus. Oui, évidemment, pendant les nombreuses pratiques, tout fonctionnait bien et là, tout d'un coup, là, ça ne marche plus. Bon, on va essayer quelque chose d'autre ici. Bougez pas, peut-être que ça va débloquer. Un instant, je vais réactiver ma photo.
Bon, fantastique. Et là, c'est ça, c'est les slides qui ont gelé. Parfait. Fait que là, on revient ici. Fantastique. OK. Donc là, vous devriez voir dans le fond ma belle photo avec mon parcours. Donc, rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, Antoine Auger, je suis planificateur financier avec IG Gestion de patrimoine. Ça fait depuis 11 ans que je suis avec la firme. Et puis, rapidement, donc dans une autre vie, j'ai servi au sein des Forces canadiennes pendant que je terminais mes études en finance. Donc, j'ai gradué en 2012 avec un bac en finance de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. J'ai obtenu mon titre de planificateur financier en 2017. Et puis, ensuite, je suis en cours de terminer mon MBA en planification financière, probablement l'été prochain. Sinon, dans mon temps libre, j'aime courir des trails, donc c'est toutes des distances plus longues que des marathons, là, que 42 km, et ça se fait en sentier dans des montagnes. Je suis papa de 2 jeunes filles et puis j'ai aussi des vices, donc j'aime le bon vin, j'aime bien manger. Alors voilà dans les grandes lignes. Super. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'acétate suivant, donc, on est une compagnie pan-canadienne et on existe depuis 1926. Donc, on compte plus de 2000 équipes de conseillers et conseillères à travers le pays. À titre indicatif, notre actif administré était de plus de 110 milliards au 31 décembre 2022. Il était important de noter, par contre, que on gère aucun produit à l'interne, donc que ce soit des placements, des assurances et autres, c'est tout géré par des fournisseurs externes. Puis après ça, ben, pour les portefeuilles de placement, par exemple, on met un beau collant IG là-dessus, mais tout est géré donc à l'externe. Fait que, du démarrage de l'entreprise jusqu'à son transfert, euh, chaque étape, oh, juste un instant. Écoutez, je pense qu'il y a un petit problème. Donnez-moi juste 30 secondes, ça sera pas bien long. Ouais, là, c'est fatigant pour vous autres là, si ça ne suit pas ici. Voilà, je vais réessayer ça comme ça. Ça devrait régler le problème. Je m'excuse là, du petit contretemps. En fait, si tout le monde m'entend encore, est-ce que vous voyez la slide ou là, que tout a disparu dans le fond? OK, super, OK. Parce que je pense qu'il y a un petit glitch de mon côté. Le fait que si vous voyez bien la diapo, parfait, on va pouvoir continuer avec ça. Donc, en espérant que ça aille bien pour le restant du webinaire. Donc, du démarrage de l'entreprise jusqu'à son transfert, chaque étape comporte des aspects complexes pour le propriétaire et les actionnaires. Quelles sont les bonnes décisions à prendre, à quel moment, avec quel partenaire pour l'entreprise, les propriétaires, les actionnaires de l'entreprise, euh, et comment obtenir, dans le fond, du succès à long terme, sont toutes des questions qui sont pertinentes. Et le patrimoine des propriétaires d'entreprises, dans le fond, provient généralement de 3 sources distinctes. Comme la plupart des Canadiens, les propriétaires d'entreprises ont recours aux instruments d'épargne personnelle à traitement fiscal préférentiel, comme les REER, les CELI. Ils peuvent aussi posséder des biens immobiliers et des placements non enregistrés en dehors de leur entreprise. Par contre, comme les taux d'imposition applicables aux revenus tirés d'une entreprise exploitée activement sont généralement plus bas que les taux d'imposition des particuliers, la plupart des entreprises rentables sont constituées en sociétés.
Comme la conservation des bénéfices dans la société permet d'éviter le taux d'imposition des particuliers, de nombreux propriétaires d'entreprises, dans le fond, vont faire fructifier leur placement dans la société et fréquemment au sein d'une société de capitaux distincts ou parfois appelée société de portefeuille ou compagnie de gestion. Également, il n'est pas toujours possible de vendre son entreprise, mais pour ceux qui y parviennent, l'entreprise elle-même peut devenir la plus grande source de leur richesse. Par le passé, les entreprises se constituent en société, entre autres pour protéger les actionnaires contre les créanciers et limiter leurs responsabilités individuelles. Comme la société est une entité distincte des actionnaires, la responsabilité des actionnaires se limite à leur investissement dans la société. Par contre, pour de nombreuses entreprises, la constitution en société pour se protéger contre les créanciers, ce n'est pas entièrement efficace parce que les actionnaires doivent fournir des garanties personnelles auprès de la société pour obtenir du financement. Dans le cas des professionnels, la loi régissant la constitution en société tient également le professionnel individuel responsable des services et conseils liés à l'exercice de sa profession. La constitution en société ne fournit donc qu'une protection contre les réclamations des créanciers commerciaux. Pour de nombreux propriétaires d'entreprises, la principale motivation de la constitution en société est le report d'impôts et les économies d'impôts et non la protection contre les créanciers ou la limitation de la responsabilité individuelle. En règle générale, les avantages fiscaux de la constitution en société comprennent le report d'impôts, le fractionnement de revenus et l'exonération de gains en capital lors de la vente d'une pratique. Oups, là, je pense qu'on a sauté une. Voilà. Oups, t'as une minute, qu'est-ce qui se passe ici? OK, voilà. Donc, dans un monde idéal, tous les propriétaires d'entreprises préféraient vendre leurs actions. Le propriétaire de l'entreprise obtient habituellement de meilleurs résultats après impôt en vendant ses actions. Autrement dit, il se retrouve habituellement avec plus de liquidités dans les poches, seule la moitié des gains en capital réalisés sur la vente des actions étant imposable. De plus, il peut utiliser l'exonération cumulative des gains en capital pour réduire davantage l'impôt à l'occasion d'une vente. La vente d'actions peut également éviter de générer un revenu provenant de la récupération des demandes antérieures de déduction pour amortissement, la fameuse DPA, sur les éléments d'actifs amortissables. Le revenu de récupération qui est entièrement imposable résulte de la vente de biens pour un montant supérieur à leur valeur fiscale amortie, qu'on appelle dans le jargon fiscal la fraction non amortie du coût en capital ou la FNAC. De leur côté, les acheteurs préfèrent généralement acheter les éléments d'actifs de l'entreprise afin d'obtenir un coût de base plus élevé, évitant ainsi d'hériter d'un fardeau fiscal différé et bénéficiant aussi de l'avantage de réclamer la DPA dans les prochaines années. L'achat d'éléments d'actifs permet également d'éviter d'hériter d'autres formes de dettes de l'entreprise. Pour 2023, chaque Canadien bénéficie d'une exonération cumulative des gains en capital de 971 190 $. L'exonération est rajustée annuellement en fonction de l'inflation. Toutefois, l'exonération s'applique uniquement aux gains réalisés sur certains types de biens, dont les actions admissibles de petites entreprises. Certains critères doivent être respectés pour que les actions soient admissibles. L'un des critères les plus importants est qu'au moment de la vente, 80% ou plus de la valeur des actifs d'une société doivent être utilisés dans une entreprise exploitée activement et qu'au cours des 2 dernières années avant la vente, 50% ou plus de la valeur des biens doivent avoir été liés à des biens utilisés dans une entreprise exploitée activement. L'accumulation d'actifs d'investissement hors exploitation dans une société peut bloquer l'accès à l'exonération tant en termes fiscaux techniques qu'en termes pratiques. Un acheteur, par exemple, ne veut pas acheter d'actifs hors entreprise. Par conséquent, les propriétaires d'une entreprise prospère et attrayante doivent réfléchir à la structure organisationnelle. Mais que cette diapositive ici peut se paraître compliquée, elle illustre dans le fond le résultat fiscal potentiel de la vente d'une entreprise qui possède 3 types d'actifs: des stocks, du matériel et un fonds commercial ou du goodwill. La valeur totale des actifs de la société est de 4 millions de dollars. Donc, au niveau des stocks, ils seront habituellement vendus à leur coût sans incidence fiscale pour l'entreprise.
Au niveau du matériel, on présume que sa valeur va être inférieure à son coût initial, mais supérieure à la fraction non amortie du coût en capital, la FNAC, des biens amortissables aux fins de l'impôt. Par conséquent, sa valeur ou sa vente va générer un revenu d'entreprise imposable. Pour le fonds commercial, il s'agit de la valeur des relations avec la clientèle. Donc, on suppose ici qu'elle a été générée à l'interne par l'entreprise et qu'il n'a pas de coût. Donc, sa valeur va être entièrement imposable comme gain pour l'entreprise. Dans notre exemple, l'impôt des sociétés de départ sur une vente d'actifs s'établit à 616 000 ou 16 de la valeur de la société. Toutefois, lorsque le produit de la vente est distribué à l'actionnaire sous forme de dividende, un impôt des particuliers s'applique également. Donc, en supposant que les taux des particuliers sont plus élevés, les plus élevés soient appliqués, lorsqu'on combine l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu particulier, plus de 1,5 million de dollars vont être perdus au profit du fisc, soit environ 40 de la valeur de l'entreprise. Toutefois, si le produit de la vente est investi dans la société et retiré au fil du temps, la ponction du fisc peut souvent être réduite pour l'actionnaire. Si l'impôt sur le revenu des particuliers peut être réduit, par exemple, à 25 en moyenne, le montant total perdu au profit de l'impôt, dans notre exemple, serait d'environ 25 Dans le cas d'une vente d'actions, sans exonération de gain en capital, environ 27 de la valeur de la société serait perdue au profit de l'impôt sur le revenu des particuliers. Mais avec 2 exonérations de gain en capital, la ponction fiscale pourrait être réduite à 14 Toutefois, un acheteur ne sera généralement pas disposé à payer le même montant pour des actions que pour des actifs. Le fait d'hériter de valeurs d'actifs plus faibles se traduit par des déductions fiscales moins importantes pour l'acheteur. L'acheteur cherchera au moins à réduire le prix en fonction de la valeur future des demandes de DPA réduites, ce qu'on appelle parfois un rabais pour la perte de bouclier fiscal. Il peut y avoir aussi un prix de vente de l'action qui soit gagnant-gagnant pour les deux parties. Un prix d'achat global plus bas pour l'acheteur et un montant après impôt plus élevé pour le vendeur. Regardons maintenant qu'est-ce qui augmente la valeur d'une entreprise, qui rehausse l'attrait d'une entreprise et qui augmente la probabilité d'une vente d'actions. Donc, il est important aussi de connaître ses acheteurs potentiels. L'entreprise peut être vendue à la famille, à des membres de la direction ou à des tiers. Les entreprises qui attirent les acheteurs extérieurs sont souvent celles qui procurent la plus grande valeur à leurs propriétaires. Qu'est-ce qui rend une entreprise attrayante aux yeux des acheteurs qui ne travaillent pas dans l'entreprise, par exemple? Euh, Au niveau des revenus récurrents et surtout la croissance des revenus récurrents, ben, ça entraîne généralement une valorisation élevée ou plus élevée fondée sur les bénéfices passés ou projetés. En termes de risque de concentration, les revenus récurrents peuvent être considérés comme peu pertinents s'ils découlent d'un petit nombre de clients et de fournisseurs. Une clientèle diversifiée et le fait d'avoir plusieurs fournisseurs ou fournisseurs potentiels pour les intrants essentiels justifie habituellement une valorisation plus élevée. En termes de clarté des états financiers, des transactions entre parties liées avec des actionnaires ou des sociétés liées peuvent compliquer le portrait financier d'une société fermée avec peu d'actionnaires. Au cours des années précédant la vente, il est donc important de travailler avec votre comptable et d'autres conseillers pour réorganiser les affaires de l'entreprise, de sorte que tous les éléments d'actifs de l'entreprise à vendre soient liés à l'exploitation de l'entreprise et non à d'autres activités des actionnaires. En termes de relève à la direction, ben, une entreprise qui peut être exploitée indépendamment des relations personnelles des propriétaires présente plus de valeur pour un acheteur. Donc, avez-vous, par exemple, mis en place une équipe de direction et de vente qui sait faire rouler l'entreprise en votre absence? Et en terminant, donc, au niveau de la visibilité, ben, une entreprise qui a une bonne notoriété dans sa collectivité ou dans son secteur est plus susceptible d'attirer des offres non sollicitées. Toutes les entreprises n'ont pas d'acheteurs potentiels. Par conséquent, elles n'ont pas toutes à être structurées de façon à permettre de tirer le maximum de l'exonération des gains en capital. Les cabinets de professionnels et de services conseils peuvent toucher des revenus élevés, mais ces revenus dépendent des compétences et des relations du propriétaire qui très souvent ne seront pas transférables.
La structure organisationnelle d'un cabinet de professionnels peut également être limitée par la loi, visant à s'assurer que les professionnels ne sont pas libérés de leurs responsabilités à l'égard des conseils et des services qu'ils offrent. En Ontario puis en Alberta, par exemple, la législation régissant la plupart des professionnels interdit aux sociétés de portefeuille de posséder des actions de sociétés professionnelles. Si le propriétaire d'entreprise ne prévoit pas une vente d'actions, mais qu'il veut mettre ses bénéfices non répartis à l'abri des créanciers, une structure de société de portefeuille simple, comme celle présentée ici, peut convenir. Si une société de portefeuille détient des actions d'une société en exploitation représentant plus de 10 des votes et de la valeur de toutes les actions émises de la société en exploitation, les sociétés doivent être rattachées au terme de la loi de l'impôt sur le revenu du Canada. Il est alors possible de verser à la société de portefeuille des dividendes inter-entreprises en franchise d'impôt. Une fois versés dans la société de portefeuille, les bénéfices peuvent être reprêtés à la société en exploitation et la société de portefeuille prend un cautionnement, un peu comme une banque, afin de mettre les bénéfices réinvestis à l'abri des futurs créanciers. Toutefois, si les bénéfices ne sont pas requis pour l'exploitation de l'entreprise, le propriétaire peut les réinvestir en vue de sa retraite ou les utiliser pour souscrire une assurance vie, ce qui facilitera un transfert de patrimoine fiscalement avantageux. Toutefois, pour les entreprises rentables en pleine croissance, lorsqu'il existe une probabilité raisonnable que les actions soient vendues ou que l'entreprise soit transmise à la génération suivante, il existe des structures commerciales plus sophistiquées qui vous permettront de mettre votre entreprise à l'abri des créanciers en transférant les bénéfices en franchise d'impôt à une société de portefeuille, de fractionner le revenu avec un conjoint et ou des enfants adultes sous réserve des nouvelles règles de l'impôt sur le revenu fractionné dont on va discuter plus tard. Ça permettrait aussi de purifier régulièrement une entreprise en exploitation des liquidités qui ne sont pas utilisées dans l'exploitation de l'entreprise. Et en terminant, ça peut aussi permettre de multiplier l'exonération des gains en capital en donnant accès à cette exonération à tous les membres de la famille. À une époque, la planification fiscale pour les propriétaires d'entreprises était relativement simple comparativement à aujourd'hui. Mais pour ceux qui s'en souviennent, depuis l'adoption des nouvelles règles fiscales dans le budget fédéral de 2018, le fameux budget Morneau, beaucoup de nos clients se demandent si la constitution d'une société procure encore des avantages sur le plan fiscal. Les règles révisées de l'impôt sur le revenu fractionné, là, ou l'IRF, s'appliquent aux revenus non salariaux versés par une société fermée, le plus souvent sous la forme de dividendes et d'autres avantages pour les actionnaires. Les règles révisées n'ont pas d'incidence sur le versement de salaire qui sont raisonnables et comparables à ce que l'on paierait à un tiers pour accomplir le même travail. Les règles de l'impôt sur le revenu fractionné visent plutôt à limiter le fractionnement des revenus avec les personnes de 18 ans ou plus et leur application est loin d'être simple. En vertu des règles de l'IRF, tous les dividendes versés à des adultes de 18 ans ou plus qui sont des membres de la famille d'un actionnaire seront imposés au taux marginal des particuliers le plus élevé, à moins de remplir certaines conditions. Ces nouvelles mesures prévoient également des critères encore plus rigoureux dans le cas d'actionnaires de 18 à 24 ans et exigent essentiellement que ces jeunes adultes prennent une part active, de façon régulière et continue, aux activités de l'entreprise ou apporter leur propre capital à l'entreprise. Premièrement, il y a l'exception pardon, du rendement raisonnable. Donc, le membre de la famille reçoit un paiement qui constitue un rendement raisonnable sur le capital qu'il a apporté à la société. En ce qui concerne les jeunes de 18 à 24 ans, un rendement raisonnable dépend de la source de capital. Si le capital contribué provient d'une source qui a un lien de dépendance, comme un cadeau d'un membre de la famille, le rendement raisonnable ne doit pas dépasser le taux de rendement prescrit, qui était de 2 au quatrième trimestre de 2018, par exemple. Ainsi, les possibilités de fractionnement de revenus sont très limitées. Si le capital contribué provient d'une source sans lien de dépendance, ces personnes peuvent utiliser les critères du rendement raisonnable pour les particuliers de 25 ans ou plus. Pour les particuliers de 25 ans et plus, le caractère raisonnable du rendement sera déterminé en comparant leur contribution à celle des actionnaires apparentés ayant contribué à l'entreprise selon les facteurs suivants. Donc, le travail effectué dans l'entreprise, les contributions de capital dans l'entreprise, les risques assumés à l'égard de l'entreprise et
d'autres facteurs pertinents. Dans la plupart des cas, le conjoint et les enfants d'un propriétaire d'entreprise n'auront pas payé ou ont payé juste un montant symbolique pour leur capital action et n'auront donc pas fourni de garantie personnelle à l'égard des dettes de l'entreprise. Concrètement, ça signifie que dans bien des cas, un rendement raisonnable sera le dividende équivalent à un salaire raisonnable pour un travail effectué dans l'entreprise, c'est-à-dire que l'avantage potentiel associé au fractionnement de revenus est très modeste. Si les particuliers est âgé de 25 ans ou plus, l'exception relative aux actions exclues peut s'appliquer au montant provenant d'actions exclues. On parle d'actions exclues si les conditions suivantes sont réunies. Donc, le particulier détient 10% ou plus des droits de vote et de la valeur de la société. La société n'est pas une société professionnelle. Moins de 90% du revenu d'entreprise de la société provient de la prestation de services et 90% ou plus du revenu de la société n'est pas tiré d'une autre entreprise liée au particulier. Le dernier critère a pour but d'empêcher une société, par exemple une société professionnelle, de payer un loyer à une entreprise qui n'est pas une société professionnelle pour transférer des revenus à une société qui n'est pas plus au terme de ces règles. L'exception relative à la participation active peut constituer une bien meilleure occasion de fractionnement de revenus pour les nombres de propriétaires d'entreprises. Quand un membre de la famille participe activement à l'entreprise, l'IRF ne s'applique pas et il n'y a pas de restriction sur les montants de dividendes qui peuvent être versés. Pour que cette exception s'applique, il faut que les conditions suivantes soient réunies. Donc, le membre de la famille est âgé d'au moins 18 ans et le membre de la famille participe ou a participé activement aux activités de l'entreprise de manière régulière, continue et importante pendant l'année d'imposition courante ou pendant 5 années d'imposition antérieure, n'importe lesquelles. Et qu'est-ce que ça veut dire de participer activement à l'entreprise de manière régulière, continue et importante? Donc, on considère qu'un membre de la famille participe activement à l'entreprise s'il travaille en moyenne 20 heures par semaine. Si les conditions sont réunies, il n'y a pas d'autre limite aux revenus non salarial. Autrement dit, les dividendes qui peuvent être versés à un membre de la famille sans être soumis, dans le fond, aux règles de l'IRF. La dernière exception, c'est celle liée à l'âge. Donc, les règles de l'IRF ne s'appliquent pas quand les dividendes et les autres revenus non salariaux sont versés au conjoint d'un propriétaire d'entreprise et que le propriétaire est âgé de 65 ans ou plus. Cette exception va être largement appliquée et c'est la raison pour laquelle il est souhaitable d'inclure les conjoints parmi les actionnaires des entreprises de services et de sociétés professionnelles là où la loi le permet. Cette exception s'aligne aussi sur les règles générales du fractionnement de revenus de pension. Comme on l'a mentionné tantôt, la constitution en société est principalement motivée par les faibles taux d'imposition des sociétés qui s'appliquent aux revenus tirés d'une entreprise exploitée activement. Selon la province dans laquelle se trouve votre entreprise, techniquement la province dans laquelle le revenu est assujetti à l'impôt, le taux d'imposition général sur les revenus tirés d'une entreprise exploitée va varier entre 23 à 31%. Dans le cas d'un revenu tiré d'une entreprise exploitée activement au Canada et par une société privée sous contrôle canadien, une SPCC, la première tranche de 500 000 de revenus d'entreprise active est admissible à la déduction pour petite entreprise, la DPE, ce qui donne un taux d'imposition des sociétés allant de 9 à 12% à peu près, selon la province dans laquelle le revenu est assujetti à l'impôt. Comme le taux d'imposition des petites entreprises est généralement beaucoup plus faible que le taux d'imposition des particuliers du propriétaire exploitant, le fait de laisser les bénéfices dans la société permet de reporter l'impôt. Le report d'impôt a l'avantage de laisser dans l'entreprise plus d'argent pour l'expansion des affaires ou le remboursement des dettes ou pour accroître l'épargne retraite du propriétaire exploitant. Quand les nouvelles règles sur le revenu passif ont été annoncées en 2018, le gouvernement avait affirmé très clairement qu'il souhaitait réduire, sinon complètement éliminer les mécanismes de report d'impôt qui permettaient aux sociétés fermées de réinvestir les revenus d'exploitation active dans les placements passifs à l'intérieur de l'entreprise. Selon les nouvelles règles, le montant de la déduction accordée aux petites entreprises, actuellement limité à 500 000 au fédéral, permet, dans le fond, de réduire le taux d'imposition d'une entreprise exploitée activement et maintenant influencé par le revenu passif gagné par la société et les sociétés associées, donc le groupe de sociétés. Dès que le revenu passif dépasse un seuil de 50 000 le montant de la déduction accordée aux petites entreprises commence à diminuer.
Pour dire les choses simplement, dès que le revenu de placement d'un groupe de sociétés atteint 50 000, le DPE commence à diminuer autour de 5 pour chaque dollar de revenu de placement qui dépasse 50 000. La DPE va continuer de diminuer jusqu'à ce que le revenu de placement atteigne un seuil de 150 000. C'est le seuil où la DPE va être réduite à zéro et à partir duquel votre taux d'imposition sur le revenu d'entreprise exploité activement va commencer à augmenter. La réduction de la DPE calculée pour une année donnée est appliquée l'année suivante. Elle n'est pas appliquée à la DPE que vous demandez pour l'année en cours ou l'année donnée. Le tableau ici montre les interrelations entre le revenu d'entreprise exploité activement, le revenu passif et la DPE. Par exemple, si le revenu d'entreprise exploité activement est de 250 000, l'entreprise peut avoir jusqu'à 100 000 de revenus passifs avant que la DPE soit réduite. À partir de 150 000 de revenus passifs, la déduction pour les petites entreprises donc est plus disponible. En fin de compte, la réduction de la DPE se traduit par un paiement anticipé d'impôt plutôt que par un impôt additionnel. C'est parce que le montant total d'impôt payé est sensiblement le même entre le moment où le revenu passif est versé à l'actionnaire et celui où les impôts sont payés par l'entreprise et par le particulier. On va maintenant discuter de solutions pour réduire l'impact de la réduction de la DPE et par conséquent préserver le report d'impôt. Commençons par les plus simples, c'est-à-dire les concepts de base de planification financière qu'il faudra revoir chaque année, indépendamment de la réduction de la DPE, mais qu'on omet souvent de faire. Donc, le premier, c'est au niveau des prêts à l'actionnaire. Le prêt qu'un actionnaire a fait à l'entreprise peut lui être remboursé en franchise d'impôt. S'il y a des prêts à l'actionnaire en cours, c'est généralement une bonne idée de distribuer des liquidités ou des placements à l'actionnaire, même si ça entraîne la réalisation de gains en capital, mais il faut évidemment analyser chaque situation au cas par cas. Ensuite, la portion non imposable des gains en capital est créditée à un compte théorique qu'on appelle, dans le fond, le CDC, le compte de dividende en capital. Cependant, comme le compte peut être réduit par de futures pertes en capital, le solde ne doit jamais être trop élevé. Disons pas plus que 10 à 15 ou 10 à 20 000 Un dividende en capital peut être versé sous forme de billets à ordre si les liquidités ne sont pas suffisantes. Ensuite, il y a la fameuse récupération de l'impôt en main remboursable au titre de dividende, le fameux IMRTD. Même si on déconseille de verser des dividendes imposables juste pour éviter la réduction de la DPE, si vous avez laissé la partie remboursable de l'impôt des sociétés sur le revenu de placement et les dividendes de portefeuille s'accumulent à l'intérieur de la société, il n'y a pas nécessairement de coût fiscal additionnel net à verser des dividendes imposables. Et il pourrait même y avoir une récupération d'impôt net. Il existe aussi d'autres possibilités de planification qui peuvent aider à atténuer les répercussions du revenu passif sur la réduction de la DPE, dont par exemple la composition du portefeuille, les occasions d'accroître les épargnes enregistrées et l'assurance vie permanente. Si on analyse de façon globale le portefeuille de placement détenu par l'entreprise et l'actionnaire, compte tenu de la tolérance au risque et l'horizon de placement des deux, il y a peut-être moyen de faire détenir par l'entreprise les placements qui génèrent moins de revenus annuels. Plus particulièrement, si on dirige une plus grande portion des placements à revenus fixes vers les régimes enregistrés de l'actionnaire, on peut réduire l'impact de la DPE pour l'entreprise tout en respectant le profil de risque global. Aujourd'hui, il est plus important que jamais de verser aussi un salaire pour maximiser les droits de cotisation au REER et les cotisations elles-mêmes. Le salaire versé qui sert à cotiser un REER est complètement déductible d'impôt pour l'entreprise et les placements croissent à l'abri de l'impôt. Ensuite, lorsque l'actionnaire est à la retraite, une fois les placements REER convertis en fer, les retraits font partie ou faits à partir de 65 ans sont admissibles au fractionnement de revenus de pension et ça fait baisser le taux d'imposition effectif. Le régime de retraite individuel, le RRI, est une forme de régime de retraite à prestations déterminées conçu expressément pour les propriétaires exploitants et les employés clés d'une société privée. Le REER, c'est bien, mais le RRI, c'est encore mieux. On peut bonifier les régimes d'épargne retraite déductibles d'impôt au moyen du régime de retraite individuel. Un RRI, c'est un régime de retraite à prestations déterminées, un peu comme les régimes de pension du secteur public. Non seulement le RRI permet de bonifier l'épargne retraite de l'actionnaire, mais le fait que les cotisations de l'employeur soient déductibles d'impôts peuvent aussi vous inciter à diriger vers le RRI des fonds qui seraient autrement investis dans des placements passifs détenus dans l'entreprise.
Comme l'actif du RRI ne fait pas partie de l'actif de l'entreprise, ça peut diminuer le revenu passif de l'entreprise et donc l'impact sur la DPE. Le RRI offre aussi une meilleure protection contre les créanciers. Au fil du temps, un RRI permet de mettre beaucoup plus d'argent à l'abri de l'impôt que dans un REER. Donc, le coût de provisionnement du régime pour obtenir la prestation de retraite maximale, elle augmente à chaque année à mesure que le participat vieillit. Par conséquent, habituellement, pour un propriétaire exploitant dans la mi-quarantaine, le coût de provisionnement de la prestation de retraite par la société dépasse le plafond de cotisation au REER pour l'année, ce qui rend le RRI plus avantageux que le REER. Le candidat idéal au RRI, c'est un employé actionnaire qui est âgé d'au moins 40 ans, qui devrait gagner un salaire élevé sur une base continue, qui souhaite accumuler un revenu de retraite en dehors de la société, mais à l'abri des créanciers. La société est disposée aussi à assurer le provisionnement annuel et assumer les coûts d'administration du RRI. Il y a aussi la possibilité de remonter à la date d'embauche ou de la constitution en société. Les employés qui détiennent 10% ou plus du capital action de l'entreprise concernée ou les personnes rattachées n'ont pas droit à des prestations pour des services passés avant 1991. À la retraite, plusieurs options s'offrent aux participants du régime. Habituellement, le propriétaire d'entreprise ne peut pas demander le versement de prestations mensuelles directement du RRI. La seule situation où c'est possible, c'est quand la société poursuit ses activités durant sa retraite et qu'elle demeure responsable de s'assurer que le régime est bien provisionné. En général, la valeur accumulée va servir à souscrire à une rente viagère ou la valeur actualisée va être transférée à un compte de retraite immobilisé. La rente viagère, elle garantit un revenu pour toute la vie. Elle peut inclure une prestation de survivant pour le conjoint du participant et peut être achetée avec une garantie de paiement pour un nombre d'années minimum en cas de décès du participant ou de son conjoint en début de retraite. Il s'agit de la meilleure option si votre objectif, c'est de maximiser le revenu de retraite. Après ça, vous pourriez choisir aussi de transférer la valeur actualisée dans un compte de retraite immobilisé si votre objectif, c'est de maximiser votre succession plutôt que d'obtenir un revenu de retraite garanti. Il se pourrait aussi qu'on ne puisse pas transférer la totalité de la valeur actualisée des prestations à un compte de retraite immobilisé avec report d'impôt et donc qu'une partie de cette valeur soit perdue au profit du fisc. Voyons maintenant les deux façons de réduire l'impact de la DPE, soit la composition du portefeuille et l'assurance. Lorsqu'une société fermée entre en ligne de compte, certains facteurs changent. Il faut prendre en considération à la fois les impôts permanents et les impôts qui peuvent faire l'objet d'un remboursement. Votre comptable vous a probablement parlé justement du fameux IMRTD qu'on a abordé tantôt. Bien qu'en théorie, les régimes fiscaux pour les entreprises et les particuliers soient intégrés et devraient vous permettre de ne pas vous soucier de la façon dont votre argent est investi au sein d'une société, la réalité est plutôt différente. De fait, il existe deux paliers d'imposition et votre stratégie de placement doit s'y adapter. La croissance différée est toujours préférable à l'étape de l'accumulation. Si elle convient à votre profil de risque, dans le fond, elle reportera l'impôt, elle permettra de reporter l'impôt et l'application de la réduction de la DPE. Par contre, les fonds donnant droit à des remboursements de capital sont généralement pas la bonne solution indiquée dans un contexte d'entreprise. Bien que le capital reçu par la société ne soit pas assujetti à l'impôt, il est généralement imposé à titre de dividende non déterminé lorsqu'il est versé à un actionnaire. Les taux d'imposition sur les dividendes non déterminés sont inférieurs aux taux applicables aux intérêts, mais plus élevés que les taux sur les dividendes déterminés de source canadienne. Comme c'est le cas pour la plupart des particuliers, ou pour tous les particuliers en fait, seule la moitié des gains capital est imposable pour les sociétés. Aussi, le compte de dividende à capital permet généralement de verser la portion non imposée du gain à capital à l'actionnaire en franchise d'impôt. Une partie de l'impôt sur le gain à capital imposable, l'impôt de la partie 1, est généralement remboursable à la société lorsque celle-ci verse des dividendes aux actionnaires, ce qui, pris simultanément avec le taux d'imposition des dividendes des particuliers, est censé empêcher la double imposition. De fait, les gains à capital fournissent généralement la source de liquidité la plus efficiente sur le plan fiscal. Les dividendes déterminés gagnés à l'intérieur d'une société sont assujettis au régime fiscal distinct de la partie 4 de la loi. L'impôt prévu à la partie 4 est entièrement remboursable.
Ainsi, lorsque les dividendes déterminés sont versés aux actionnaires d'une société fermée, seule l'imposition des particuliers s'applique. Par contre, les dividendes déterminés augmentent la réduction de la DPE. Au niveau des intérêts, ils ne sont pas aussi efficients sur le plan fiscal que les dividendes déterminés ou le gain en capital, mais ils le sont davantage que les versements de dividendes étrangers effectués par une société. Dans le cas de dividendes étrangers, le crédit d'impôt pour les retenues à la source d'impôts étrangers s'applique à la partie remboursable de l'impôt des sociétés. Ainsi, lorsqu'une société fermée verse des dividendes à ses actionnaires, elle ne récupère pas autant d'impôts et le système qui a été conçu pour intégrer l'impôt des particuliers et l'impôt des sociétés ne fonctionne plus. Votre décision de placement doit toujours être prise en fonction de la composition de l'actif qui correspond à votre tolérance au risque. Mais en tenant compte de l'effet combiné de l'impôt des sociétés et de l'impôt des particuliers, on peut structurer un plan d'investissement qui intègre de façon fiscalement avantageuse vos placements personnels enregistrés et non enregistrés, ainsi que les placements de votre société. Le troisième moyen de préserver la DPE, c'est l'assurance vie permanente. Pendant les premières années de la carrière d'un propriétaire d'entreprise, l'assurance permet de protéger la capacité de gagner un revenu. L'assurance contre les maladies graves, l'assurance invalidité et l'assurance vie servent à combler l'écart jusqu'à ce que le cumul des épargnes suffise à couvrir les dépenses de mode de vie. Au fur et à mesure que l'épargne s'accroît, l'assurance vie et particulièrement l'assurance vie permanente devient davantage un moyen efficient d'accumuler un patrimoine et de le transférer plutôt qu'un moyen de se protéger contre le risque de perte de revenus. Dans le cas d'un propriétaire d'entreprise, la stratégie de transfert de patrimoine la plus efficiente sur le plan fiscal est de souscrire une assurance vie permanente détenue par l'entreprise. Passons en revue maintenant une étude de cas de propriétaires d'entreprise sur le point de prendre leur retraite. Et voyons comment un certain nombre de ces stratégies, dont on a parlé tantôt, peuvent accroître le patrimoine, leur permettant d'avoir une plus grande sécurité de revenus à la retraite et de léguer un patrimoine à leurs héritiers. Le plan vivant de IG aide à voir quel sera votre revenu de retraite optimal. Il permet d'adopter une approche complètement sur mesure, adaptée à votre situation personnelle et à vos sources de revenus potentielles. Il nous fait voir instantanément les effets des différentes approches sur l'impôt à payer, la récupération de la sécurité de la vieillesse, votre succession et l'atteinte de vos objectifs généraux. L'analyse de situation hypothétique nous permet de prévoir ensemble les d'un coup que, en tenant compte de vos changements d'objectifs, des soubresauts du marché ou des événements importants de votre vie. Si un scénario montre un risque de déficit au niveau des revenus ou de la succession, on peut voir ensemble des stratégies à adopter dès maintenant ou celles qui seraient possibles si un imprévu se produit. Le plan vivant IG nous permet de tester différents scénarios de planification financière pour établir les stratégies et les résultats optimums, de faire des recommandations personnalisées pour optimiser votre plan, de modifier votre plan pour tenir compte de tout changement important dans votre vie qui aurait une incidence sur vos objectifs futurs et d'actualiser les stratégies d'efficience fiscale et les occasions pour optimiser le plan davantage. Donc, François et Isabelle ont réussi à bâtir une entreprise solide et en expansion tout en élevant leurs enfants. Ces derniers sont encore trop jeunes pour savoir s'ils ont un intérêt envers l'entreprise. Pour l'instant, François et Isabelle prévoient vendre leur entreprise de menuiserie dans 6 ans. L'entreprise a une clientèle diversifiée, ses revenus sont en forte croissance et elle est réputée pour la qualité de son produit. François et Isabelle ont reçu des offres non sollicitées d'un montant d'environ 3 millions de dollars. Les Thomas et leur comptable estiment qu'il n'est pas déraisonnable de croire que la valeur de l'entreprise continuera de croître à un rythme annuel de 6 au cours des 6 prochaines années. Toutefois, comme nombre de propriétaires d'entreprises, ils se posent un certain nombre de questions. De combien l'impôt réduira-t-il la valeur de l'entreprise à la vente et qu'est-ce qu'on peut faire pour obtenir un meilleur résultat? Les bénéfices tirés de l'entreprise leur permettent d'avoir un train de vie confortable, notamment de faire des voyages et d'inscrire leurs enfants à une école privée. Ils rêvent également d'acquérir une deuxième propriété dans un endroit où la température est plus clémente. Et donc, si on suppose que la valeur de l'entreprise à la vente sera de 4 millions de dollars, cet argent leur permettra-t-il de maintenir leur niveau de vie et actuellement et de réaliser leurs rêves?
Leur entreprise génère actuellement des revenus annuels de 352 000 après impôt. Ce montant est net des 165 000 de salaire et de primes que François et Isabelle se versent chacun. Ils ont maximisé leur cotisation REER chaque année et ils dépensent chaque mois 15 500 excluant l'impôt. L'essentiel de leur richesse est investi dans leur entreprise. Ils possèdent chacun 50 des actions ordinaires d'une société de portefeuille qui détient 100 des actions ordinaires de leur société en notation. Toutes les actions ordinaires ont un prix de base rajusté ou de capital nominal, donc proche de zéro. Les liquidités excédentaires qui ne sont pas réinvesties dans la menuiserie sont versées entre sociétés sous forme de dividendes en franchise d'impôt à la société de portefeuille où elles sont investies. Cette stratégie permet de reporter l'impôt des particuliers et de mettre cette épargne à l'abri des créanciers de la menuiserie. Donc, je rencontre François et Isabelle pour discuter de leurs objectifs et de leurs préoccupations quant à leur avenir. En général, les finances des propriétaires d'entreprise sont plutôt complexes et ils ont moins de certitude quant à leur avenir financier. Même s'ils ont bon espoir que leur entreprise générera le revenu dont ils ont besoin à court terme, la plupart ignorent comment le produit de la vente de leur entreprise se traduira en revenu de retraite. Contrairement à bien d'autres gens, ils ne peuvent pas compter sur un régime de retraite parrainé par un employeur pour avoir cette sécurité. Leur revenu provient de diverses sources comme des REER, des CELI, des placements personnels non enregistrés et des placements détenus dans une société fermée. Pour tester la solidité d'un plan financier, on peut examiner le coussin financier qui restera à la fin de leur vie, c'est-à-dire la valeur nette de la succession. L'augmentation du taux d'épargne constitue une façon d'accroître la certitude financière, comme le fait de conserver une plus grande part de son revenu en payant moins d'impôts. François et Isabelle suivent actuellement un plan somme toute assez fiscalement avantageux. Ils sont propriétaires de leur entreprise à part égale et ils tirent des revenus équivalents. De plus, ils utilisent leur société pour reporter l'impôt. Par contre, on pourrait explorer certaines des stratégies qui permettraient de maximiser la valeur après impôt de la vente de leur entreprise, d'accroître leur épargne enregistrée à imposition différée, de réduire l'impôt sur les placements non enregistrés et de transférer les actifs à leurs enfants de façon plus fiscalement avantageuse à leur décès. On va voir l'effet que produit sur la succession nette chacune des stratégies suggérées dans cette étude de cas. On va aussi voir la probabilité que les revenus couvrent les dépenses prévues à la retraite, peu importe le rendement réel des placements de François et d'Isabelle au cours de leur horizon de placement de 41 ans. Donc, j'amorce le processus du plan Vivant IG en examinant leur situation actuelle. Dans le cadre du processus de planification, ils discutent de leur tolérance on discute de leur tolérance au risque et de leurs attentes à l'égard du rendement des placements, de l'inflation, de l'espérance de vie. Ces discussions servent à établir les hypothèses utilisées dans le plan. Si toutes les hypothèses sur les taux de rendement, l'inflation, la longévité se confirment, François et Isabelle pourront maintenir leur train de vie à la retraite, acheter leur résidence secondaire et laisser un héritage substantiel à leurs enfants. On sait par contre que dans la vraie vie, les rendements annuels varient d'une année à l'autre. Certaines années, ils seront plus élevés, d'autres années, ils seront plus bas. Lorsqu'on accumule un actif en prévision de la retraite, ce qui importe, c'est le rendement moyen obtenu sur toute la période d'accumulation. À la retraite, par contre, lorsque l'on puise dans l'épargne retraite, le moment où les rendements sont obtenus peut avoir une incidence importante. De bons rendements au cours des premières années de retraite peuvent permettre de constituer un coussin financier considérable et d'accroître la valeur du patrimoine pour les héritiers. De faibles rendements au cours des premières années de retraite peuvent réduire la capacité de maintenir le style de vie jusqu'au décès, tel que le prévoyait le plan de retraite. Pour acquérir la conviction que nos objectifs de retraite pourront être atteints, nous devons tester le plan. Le plan Vivant IG permet donc de tester différents scénarios ici ou d'un coup que afin de voir les effets sur le plan de François et Isabelle. Dans ce cas-ci, on a testé les scénarios suivants. Donc, le marché s'effondre de 30 un an après leur départ à la retraite. L'inflation est plus élevée de 0,5 pendant toute la durée de la retraite. Leurs taux de rendement à long terme sont inférieurs de 1 aux taux qui sont projetés et ils vivent 5 ans de plus que prévu, donc jusqu'à l'âge de 95 ans avec des rendements décevants. Donc, le graphique ici illustre l'impact s'ils vivent jusqu'à 95 ans et que le taux de rendement est inférieur de 1 au taux planifié. Comme on peut le voir, dans un tel scénario,
qui peuvent maintenir leur train de vie jusqu'à l'âge de 86 ans. Même si François et Isabelle ont créé une entreprise prospère et qu'une vente des actions est probable, les fiscalistes consultés par eux et moi ont déterminé que la structure actuelle de leur entreprise ne permet pas de maximiser l'économie d'impôt potentielle à la vente de leur entreprise. Avec l'aide de leurs comptables et de conseillers juridiques, les Thomas vont réorganiser leur entreprise en regroupant leur société de portefeuille actuelle avec leur entreprise en exploitation et en procédant à un gel des sociétés fusionnées en faveur d'une fiducie familiale. Ce faisant, toutes les actions de l'entreprise vont être détenues directement ou par l'intermédiaire d'une fiducie familiale, de sorte que l'exonération des gains en capital pourrait être utilisée. La nouvelle structure leur permettra également de multiplier l'exonération des gains en capital en utilisant les exonérations de leurs enfants, de faire en sorte que les dividendes soient versés par l'intermédiaire de la fiducie à une nouvelle société de portefeuille qui est un bénéficiaire de la fiducie et de protéger ses économies futures. Pour pouvoir utiliser l'exonération des gains en capital, la société fusionnée devrait être purifiée des placements passifs accumulés dans la société de portefeuille originale. Différentes stratégies peuvent être utilisées à cette fin, incluant le paiement de dividendes protégés à la nouvelle société de portefeuille et le versement de cotisations pour services passés dans un régime de retraite individuel, comme on va le voir un peu plus loin. Dans cette stratégie, on s'attend à ce que la charge fiscale de François et Isabelle à la vente de leur entreprise de menuiserie soit réduite grâce à l'utilisation combinée de leur exonération de gains en capital respective, et on n'a pas tenu compte ici de l'exonération de gains en capital des enfants. Leurs économies seront donc plus élevées puisque l'impôt a été abaissé et ils auront plus d'argent à investir. À terme, leur patrimoine au décès va être plus important, ce qui entraînera une facture d'impôt plus élevée, mais leur succession nette sera malgré tout plus importante. En réorganisant l'entreprise pour pouvoir utiliser l'exonération des gains en capital, je m'attends à ce que la facture d'impôt à la vente de leur entreprise soit réduite de moitié, ce qui augmentera substantiellement leur épargne retraite et leur procurera une plus grande marge de manœuvre financière pour se protéger contre l'inflation ou contre des rendements décevants. Il est cependant possible d'améliorer encore davantage la planification pour augmenter la durabilité du revenu. François et Isabelle travaillent dans leur entreprise depuis 28 ans. En conséquence, l'établissement d'un régime de retraite individuel leur permettra d'effectuer des cotisations déductibles du revenu plus importantes dans leur RRE que dans leur REER pour les années qui leur restent à travailler et leur permettra à leur entreprise d'effectuer une importante cotisation pour services passés déductibles, dans ce cas-ci 304 000 pour chacun d'entre eux. Même s'il existe d'autres options qui ont été examinées précédemment, quand François et Isabelle prendront leur retraite, la valeur accumulée dans le RRI sera utilisée pour souscrire des rentes viagères qui leur procureront une source de revenus de retraite garantie combinée de 155 000 jusqu'à la fin de leur jour. Outre le RRI, François et Isabelle diffèrent le versement des prestations du Régime des rentes du Québec jusqu'à 70 ans, ce qui bonifie considérablement ses futures prestations et accroît la durabilité du revenu. Grâce à cette plus grande sécurité de revenus, François et Isabelle ont maintenant une tolérance plus grande à l'égard de la volatilité de leurs placements. Leur profil d'investisseur est donc passé de modéré à modéré dynamique, de sorte que dans le cas des placements non enregistrés, ils peuvent délaisser les titres à revenus fixes moins avantageux sur le plan fiscal au profit des actions qui offrent un meilleur rendement de placement potentiel et sont plus efficients sur le plan fiscal. Ce remaniement du portefeuille permettrait d'accroître le rendement d'environ 0,64 par année, de réduire le revenu d'intérêt qui est entièrement imposable et d'augmenter tant les dividendes que les gains en capital qui sont plus avantageux sur le plan fiscal que le revenu d'intérêt. En privilégiant des placements qui offrent un potentiel de croissance différé et de gains en capital accru et un revenu annuel moindre, il est également possible de maximiser la déduction pour petites entreprises en réduisant le revenu passif. Avec l'exonération de gains en capital, le régime de retraite individuel, la rente, le report de prestations du RRQ et le remaniement du portefeuille, leurs dépenses de mode de vie corrigées à l'inflation sont financées jusqu'à l'âge de 95 ans, même si leurs rendements sont décevants, donc 1% de moins que prévu. Examinons maintenant la planification jusqu'ici. Donc, la possibilité d'utiliser l'exonération des gains en capital va améliorer nettement la marge de manœuvre financière du plan. Le revenu garanti à vie de la stratégie régime de retraite individuelle rente
va éliminer toutes les craintes de devoir réduire leur train de vie ou de manquer d'argent. Par contre, la stratégie diminue le montant de la succession nette. Toutefois, le gain de confiance que procure la durabilité du revenu augmente la tolérance de François et Isabelle à l'égard de la volatilité de leur placement, ce qui leur permet de faire plus de place aux placements plus avantageux sur le plan fiscal à l'intérieur de leur portefeuille non enregistré. La même méthode de planification progressive peut être utilisée pour évaluer la pertinence d'une assurance vie permanente. L'utilisation des placements d'une entreprise pour provisionner une police d'assurance vie permanente pendant plus de 20 ans ajoute encore 320 000 à la valeur de la succession nette, donc nette d'impôt. Mais on pourrait aussi utiliser la valeur de rachat de la police pour bonifier le revenu de retraite si désiré. L'assurance apporterait une hausse plus intéressante de la valeur comparative de la succession si François et Isabelle décédaient plus tôt que ce qui est prévu dans le plan. Les clients qui ont un profil d'investisseur plus modéré ou prudent pourraient aussi voir leur succession nette augmenter grâce à la stratégie d'assurance puisque les primes seraient utilisées encore plus efficacement. Clairement, l'utilisation de diverses stratégies dans le plan Vivant IG fortement personnalisé offre aux clients beaucoup plus de certitude quant au financement de leurs dépenses et au montant qui restera après les dépenses et l'impôt. Selon le logiciel de conception du plan Vivant IG, la valeur de la succession des Thomas a bondi de 42 par rapport à un plan n'appliquant aucune de ces stratégies et ils ont un revenu garanti à vie. Donc, en conclusion, bien des conseillers en placement se concentrent que sur le rendement de votre portefeuille. C'est évidemment un aspect important, mais c'est juste un des nombreux composants de votre bien-être financier global et d'un plan financier complet. Dans le cadre d'une planification complète, on s'efforce avant tout de répondre à vos besoins à court terme et à long terme et de créer un degré de certitude pour tous les aspects de votre avenir financier. Plus particulièrement, donc, de gérer efficacement vos rentrées et sorties de fonds au fil du temps pour optimiser les occasions de planification fiscale aujourd'hui et à la retraite, de préparer un plan de retraite solide et éprouvé pour apaiser vos inquiétudes et réduire les risques, vous parer aux imprévus comme la maladie et l'invalidité de façon à ce que votre plan tienne la route et ne soit pas compromis, de planifier les grosses dépenses comme l'achat d'une maison secondaire ou le mariage d'un enfant, de créer un plan successoral qui corresponde à vos buts et à vos volontés et qui vous aide à les réaliser de façon fiscalement avantageuse et sensée. Et à travers tout ça, de planifier les dépenses importantes et travailler avec les autres professionnels qui vous conseillent, comme vos avocats, notaires, comptables, pour intégrer votre entreprise dans vos plans financiers personnels. Donc, nous sommes appuyés chez IG par une équipe de spécialistes en planification fiscale et successorale, en valeurs mobilières, en assurance, en planification de la relève d'entreprise, pour n'en nommer que quelques-uns. Pour assurer une approche coordonnée dans votre planification, donc on vous recommande d'intégrer vos propres experts à notre équipe pour qu'on travaille dans le fond de façon coordonnée. Donc, comme j'avais dit en début de présentation, c'est ici que je mets dans le fond mes coordonnées dans la section chat. Alors, pour ceux et celles qui souhaitent avoir un diagnostic de leur planification financière actuelle sans frais ni obligation, je vous invite à me contacter. Et puis, comme je vous dis, ça ne vous engage absolument à rien. Et puis, sinon, là, je passerai dans le fond à la période des questions s'il y en a qui en ont. Je constate également qu'il est présentement midi pour ceux qui se sont joints après le début. Dans le fond, j'ai des petits pépins techno. Alors, si jamais vous avez encore quelques minutes, je vous invite dans le fond à me poser vos questions.
Donc, encore une fois, si vous avez des questions, je vous invite à les déposer dans la section questions-réponses, Q&R. Si jamais, dans le fond, vous n'en avez pas, mais ça vient plus tard aussi, vous aurez toujours la possibilité de me contacter par la suite. Ah, j'ai une question ici qui rentre. Donc, dans le fond, ici, oui, pour la personne, dans le fond, qui a manqué un segment de la rencontre. Donc, oui, la rencontre va être enregistrée et je pourrais, dans le fond, vous transmettre une copie par la suite. La seule chose en ce moment, certaines personnes posent des questions de façon anonyme et c'est votre cas. Donc, juste m'envoyer, présumant que vous avez mes coordonnées, de toute façon, je viens de les mettre dans le chat. Donc, juste m'envoyer un petit courriel. À ce moment-là, je vais pouvoir m'assurer de vous envoyer l'enregistrement. Donc, je vais regarder ici s'il y a d'autres questions qui rentrent. Donc, il semble pas y avoir d'autres questions. Donc, en terminant, je tiens à vous remercier à nouveau pour l'heure que vous avez engagée. Ça parle beaucoup là, par rapport à votre engagement au niveau de votre planif. Donc, ce que je vais faire par la suite, c'est que je vais vous contacter pour vous transmettre une copie de l'enregistrement de la rencontre et je vais vous demander aussi votre feedback par rapport à la rencontre. Ça me permettra là, de pouvoir toujours évidemment améliorer les prochaines fois. Et puis, si vous avez des questions à ce moment-là, ça sera aussi l'occasion de me les poser. Donc, cela étant dit, les midi 5, je vous remercie beaucoup encore une fois et je vous souhaite un excellent vendredi et un bon week-end. Bye tout le monde.